La reconstruction est peut-être sur le point de se terminer, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des espoirs qui contribueront grandement au succès à venir du Canadien dans les filières. En fait, comment le CH va développer ces jeunes joueurs ou les utiliser pour améliorer l'effectif pourrait très bien avoir un rôle crucial dans les succès à long terme de l'équipe. Lesquels devrait-on avoir le plus à l'œil dans la prochaine année? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Oui, Ivan Demidov, Lane Hudson sont peut-être arrivés et déjà d'importants membres de l'organisation. Juraj Slafkovský en est déjà à sa 4e saison et Nick Suzuki et Cole Caulfield sont maintenant, qu'on le veuille ou non, des vétérans en bonne et due forme. Ouch, ça fait mal ça. Mais les succès à long terme du Canadien risquent définitivement de dépendre de joueurs qui sont encore à venir. Les bonnes organisations qui ont du succès sur plusieurs saisons, c'est pas celles qui développent 3-4 joueurs, se basent uniquement sur eux pour une décennie, non. Il faut un constant flux de joueurs qui en deviennent de la LNH pour soit venir assurer une continuité ou encore les transiger pour d'autres jeunes joueurs de qualité. Avec ceci en tête, voici le top 5 de ton boy des espoirs de l'organisation qu'on doit le plus surveiller en 2026. Attention, c'est pas le classement des meilleurs espoirs, pas encore avec le grand club à qui je prédis le meilleur avenir, mais bien ceux pour qui 2026, pour une raison ou une autre, vont être à surveiller en 2026. Les critères sont autant basés sur leur proximité de la LNH, leur importance dans l'échiquier, l'impact à court terme sur leur carrière et ou sur le club qu'aura la prochaine année. Et dans certains cas, ils vont peut-être avoir un impact sur l'équipe dès cette année. Vous allez voir. Pour être considéré un espoir, un joueur doit être à temps plein avec le CH en date de cette vidéo. Plutôt ne pas être à temps plein avec le CH en date de cette vidéo. Donc, puisqu'il y a 5 matchs dans la LNH, Jacob Fowler est toujours considéré comme un espoir. Adam Engstrom en est un également jusqu'à preuve du contraire, mais pas Ivan Demidov. OK, allons-y. Tout juste avant de poursuivre et y aller avec la 5e position, n'avance pas trop vite. Ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. On s'approche dangereusement de l'objectif des 25 000 abonnés en 2025. On est même dans le sprint final. T'as besoin d'une bonne raison de t'abonner? En voilà une! Si on atteint le plateau d'ici 23h59 et 59 secondes le 31 décembre, il me fera plaisir de faire tirer une paire de billets pour aller voir le Canadien au Centre Bell à l'hiver 2026. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner et tu seras automatiquement inscrit. Et si tu es déjà abonné, oui, inquiète-toi pas, tu es inscrit. C'est fait? OK? Top 5. En 5e position, justement, Adam Engstrom, il fait ses débuts présentement avec le Canadien de Montréal et je dis pas qu'il retournera jamais dans la Ligue américaine, c'est tout à fait possible. D'abord, en partant, si Caden Goulet revient rapidement au jeu, ça va créer un effet domino et Adam Engstrom est facile, entre guillemets, à envoyer dans la Ligue américaine. Mais j'ai l'impression qu'en 2026, Engstrom aura soit un rôle à jouer dans la course aux séries du Canadien, voire les séries du Canadien, ou peut-être être utilisé comme monnaie d'échange afin d'améliorer l'équipe. Quand je dis être utilisé comme monnaie d'échange, de 1, ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite personnellement. De 2, ça ne veut même pas dire que ça va peut-être survenir lors de la saison 25-26. Ça peut survenir à l'été, ça peut survenir d'ici la fin de l'année de calendrier 2026. Mais je pense que cette année va être très, très importante pour Adam Engstrom. Je suis pas mal certain que si le Canadien était en ce moment où il était il y a 2, voire 3 ans, Adam Engstrom aurait fait le club en sortant du camp d'entraînement. Il aurait été le 6e défenseur de l'équipe, il était rendu là. Clairement, c'est un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Simplement, pour débuter la saison, on n'avait pas de place à lui faire. Et, souvenez-vous, il y a peut-être eu des difficultés jusqu'ici cet automne et en ce début d'hiver, mais Arber Xhekaj et Jayden Struble avaient connu de bons camps d'entraînement. Ils méritaient d'être les 6e et 7e défenseurs de l'équipe, même si Adam Engstrom avait connu un excellent camp d'entraînement. Mais la façon dont il joue depuis son rappel, à mon sens, maintenant forçant la donne et faisant de Struble et Xhekaj les 2 défenseurs qui se battent pour le 6e poste à chaque soir,
tant que Caden Goulet ne revient pas, de la façon dont il joue présentement, pour moi, il mérite sa place dans l'alignement. Et puisqu'il risque d'avoir un rôle important au sein du Canadien cette année, ou d'être utilisé comme monnaie d'échange, il mérite, à mon sens, la 5e place de ce classement. En 4e position, Alexander Zarovski. Il fait compétition à Michael Age au titre de coqueluche parmi les espoirs de l'équipe pour les partisans de l'équipe. Les espoirs qui ne sont pas encore professionnels, ou plutôt pas professionnel en Amérique du Nord, là, devrais-je dire, parce que Zarovski est professionnel en KHL. Classique attaquant russe au talent pur. Malgré des statistiques similaires, ne vous attendez pas à voir Zarovski débarquer de sitôt à la Demidov et venir être un membre important du top 6 dès l'automne prochain. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a une raison pourquoi l'un a été choisi dans le top 5 de son repêchage et l'autre a été choisi en 2e ronde. Malgré tout son talent offensif, ça lui sort par les oreilles, Zarovski a plus à travailler que son compatriote avant d'être prêt pour la LNH. Mais je comprends les partisans du CH de saliver à l'idée de voir les deux Russes qui se connaissent déjà et ont déjà joué ensemble. On se souvient de l'appel de Kent Hughes à Demidov dans la vidéo du repêchage du CH. Elite Prospect dit de Zarovski qu'il possède un talent offensif qui ne s'enseigne pas, il sait tromper l'adversaire, possède un bon arsenal de feintes et est tout un fabricant de jeu qui peut aussi marquer des buts. Où le bas blesse-t-il dans son cas? 2 endroits. Si on veut garder Demidov comme point de référence, puisque vous le connaissez bien, Zarovski n'est pas aussi habile que le 93 avec son coup de patin, particulièrement les fameux edge. Non, Demidov n'est pas Alexandre Texier en ligne droite en termes de vitesse, mais comme Lane Hudson, il sait comment rapidement entrer et surtout sortir des virages serrés pour créer une séparation avec son couvreur, aider lui-même à se démarquer et à ouvrir des lignes de passe pour ses coéquipiers. C'est un atout qui manque peut-être un petit peu à Zarovski. Et également, Demidov, même s'il n'est pas Gino Malkin, il possède une bonne charpente mature pour un jeune de son âge dans la LNH. On dit de Zarovski qu'il aurait peut-être besoin d'un petit passage au Econo Fitness avant d'arriver dans la LNH. Pourquoi surveille-t-on Zarovski en 2026? Parce qu'il est probablement numéro 1 ou numéro 2 parmi les plus beaux talents offensifs de l'équipe, pas encore dans la LNH. C'est débattable avec Michael Age et il sera intéressant de voir la décision qu'on va prendre avec lui. Il est sous contrat jusqu'à la fin 2027 en KHL. Est-ce qu'une rupture de contrat comme Mishkov et Demidov est possible pour l'amener plus tôt en Amérique? Je pense que ce serait surprenant parce que contrairement à Mishkov et Demidov, il n'y a pas vraiment de garantie qu'il s'amènerait et ferait la LNH tout de suite, même que un passage dans la Ligue américaine va peut-être être souhaitable dans son cas, mais la qualité du joueur est suffisante pour le classer dans le top 5. En 3e place, que fera Michael Age? À commencer par le championnat du monde junior, puis pour le reste de sa saison avec les Wolverines du Michigan. Commençons justement avec le championnat junior. C'est toute une vitrine pour le 21e choix au total au repêchage de 2024. Age aura un rôle important au sein du top 6 d'équipe Canada. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette opportunité-là? Les partisans du CH risquent d'être scotchés à leur téléviseur pour le voir aller, mais le reste de l'hiver va être encore plus intéressant pour Age. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, les Wolverines sont numéro 1 au pays avec une fiche de 16 victoires, 4 revers, et Age y a un rôle crucial. Il est à égalité avec Will Horcoff et TJ Hughes au premier rang des marqueurs de l'équipe. Il a 28 points en 20 rencontres après en avoir obtenu 34 en 33 l'an dernier. Est-ce que les Wolverines vont faire un long chemin en route vers le Frozen Four? C'est l'objectif, c'est certain. La décision que va ensuite prendre Age et ce qui va garder les fans du CH au bout de leur siège, est-ce qu'il va signer son premier contrat professionnel? Est-ce qu'il va terminer la saison avec Montréal ou Laval? La deuxième option est plus plausible dans son cas, si vous voulez mon avis. Décidera-t-il de faire une autre année en NCAA? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à apprendre en NCAA? Et s'il monte immédiatement chez les pros? Est-ce qu'en 2026-2027, pour commencer l'année, il est à Laval ou avec le Canadien? Age est un excellent talent, mais la situation actuelle du Canadien, qui est maintenant une bien meilleure équipe que lors des arrivées de Slavkovski, Hudson et même Demidov, oui, même si Demidov vient tout juste de commencer, il joue sa saison recrue présentement, l'équipe va être en théorie plus mature et meilleure à l'automne prochain qu'elle ne l'est présentement. Ça fait en sorte qu'on peut peut-être plus prendre notre temps avec Michael Age qu'on le fait avec d'autres espoirs et aussi, au risque de me répéter, il n'est peut-être pas non plus tout à fait autant prêt que l'était Demidov. En fait, souvenez-vous de Lane Hudson. On parlait de la possibilité qu'il ait débuté sa carrière avec le Rocket de Laval quand il est arrivé. Et finalement, il a tellement été bon au camp d'entraînement qu'on a fait non, ce gars-là est prêt pour la Ligue nationale de hockey.
Est-ce que ça va être une situation similaire pour Michael Age l'an prochain? Tout ça va être à voir dans la prochaine année de calendrier. Et encore une fois, il y a aussi la possibilité qu'il retourne avec les Wolverines du Michigan. Et je sais que la grande majorité des auditeurs de cette chaîne ne veulent absolument pas voir Michael Age être transigé, mais il ne faut pas non plus écarter la possibilité que lui aussi soit utilisé dans une transaction pour améliorer l'équipe à court terme. En deuxième place, quelle année cruciale 2026 pour David Reinbacher. Embêté par les blessures depuis sa sélection au 5e rang en 2023, il connaît d'excellents moments dans la Ligue américaine où il a 10 points en 20 matchs depuis son retour au jeu au moment de l'enregistrement de cet épisode. La prolongation de contrat de Mike Madison, jumelée à l'acquisition de Noah Dobson l'été dernier, rendent l'ascension de Reinbacher moins pressante que l'anticipaient peut-être certains partisans du Canadien lorsqu'on l'a repêché, peut-être même le club en tant que tel, l'état-major. Mais un David Reinbacher qui performe et qui montre le potentiel d'un joueur repêché 5e au total va être extrêmement important pour l'équipe dans la prochaine année. Que ce soit pour améliorer la profondeur de la défense ou, encore une fois, pour aider l'équipe à faire une acquisition. Attention, je ne dis pas qu'il va être échangé, je ne dis même pas que c'est ce que je veux. Mais si on regarde ça froidement, il est un des joueurs les plus intéressants et sacrifiable du côté du Canadien. Évidemment, le fait qu'il est droitier le rend, à mon avis, beaucoup plus intéressant à l'équipe que comme monnaie d'échange. Encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Également, malgré un solide top 4 maintenant, on le voit en ce moment même chez le Canadien. Tu n'as jamais trop de défenseurs capables de venir gober des minutes. La profondeur en défense, c'est extrêmement important. Matheson, Dobson, Goulet, Hudson sont barrés à Montréal pour l'avenir à moyen terme, à moins qu'on décide de transiger Goulet. Ce que je pense pas qu'on va faire, mais particulièrement à raison des blessures, il y en a plusieurs qui commencent à parler de ça. Bref, mettons qu'on considère que Goulet n'est pas transigé. Il y a juste 2 places régulières là, à court et moyen terme chez le Canadien. Et ces 2 places-là, c'est pour Struble, Xhekaj, Carrier, Engstrom, Reinbacher. Peu de place, beaucoup de candidats. 2026, nul doute à mon esprit, Reinbacher va être un Canadien de Montréal à un moment ou un autre, ou un joueur qu'on parlera de plus en plus comme monnaie d'échange. Et c'est pourquoi il est numéro 2, conjugué bien sûr à son importance et son potentiel au sein de l'organisation. Et en première place, oui, il est présentement avec le grand club, mais tant qu'on n'aura pas de confirmation qu'il ne redescendra plus jamais en bas, Jacob Fowler demeure un espoir et au moment où on se parle, il est l'espoir le plus important du Canadien en 2026. Il faut littéralement, à l'heure actuelle, considérer la possibilité qu'il pourrait très bien être le gardien de confiance du Canadien en série, si jamais celui-ci parvient à s'y qualifier dans quelques mois. Tout ça à sa première saison chez les professionnels. Absolument pas de pression, hein, kid? De toute façon, Jacob Fowler, il est capable de la prendre, la pression. Mais au-delà de 2026, Jacob Fowler est crucial pour cette organisation. Regardez toutes les formations qui ont eu du succès à long terme à l'ère du plafond salarial. Très peu ont pu compter sur les services d'un vrai gardien numéro 1 sur une longue période de temps. Et les rares qui l'ont fait, justement, ce sont des organisations qui ont, règle générale, réussi à gagner plus qu'une Coupe Stanley, et pas juste une. T'sais, regardez les Golden Knights de Vegas, c'est une excellente formation depuis longtemps, mais jusqu'à date, on n'a qu'une seule coupe. Même chose pour l'Avalanche du Colorado. Les Oilers Edmonton, 2 participations à la finale, pas de coupe. Par contre, quand on regarde le Lightning, quand on regarde les Panthers, si on monte un peu plus loin, les Kings, les Blackhawks, dans le cas des Blackhawks, Corey Crawford, c'est pas un gardien élite. Il était borderline élite. C'était du moins un gardien du top 10 de la Ligue nationale sur une longue période de temps. C'était un gardien qu'on ne se questionnait pas s'il était le numéro 1 de l'équipe. Puis dans le cas de Jonathan Quick, c'était un gardien élite. Fight me on this. En fait, y a-tu vraiment quelqu'un qui considère que Prime Jonathan Quick n'était pas un gardien élite? Si oui, je me questionne. Trouver un homme entre les poteaux, ça peut être la différence entre quelques bonnes années, une coupe ou plusieurs coupes. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que bien que j'adore Fowler, je le vois comme un futur gardien qui va compétitionner au Vézina, mais je voulais voir l'équipe prendre son temps avec lui. Par contre, il faut regarder les faits tels qu'on les a présentement. Les mauvaises performances de Samuel Montembeault cette saison et l'incapacité de Jacob Debesch à maintenir le rythme qu'il montre lorsqu'il a une charge de travail limitée ont forcé la main du Canadien à voir immédiatement à quel point Fowler pouvait être utile au succès de l'équipe dès maintenant. Qui sait? Peut-être que cet épisode-là va mal vieillir. Peut-être que Michael Jordan va aller jouer un match contre les Monsters, retrouver le talent à Monty, lui redonner et permettre à Fowler de retourner en Ligue américaine, parfaire son développement en 2026 et au final, il n'aura pas joué
tant que ça. Mais pour le moment, de la façon dont se dessinent les choses dans la prochaine année, à mon sens, il est l'espoir le plus important du Canadien en 2026. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je pense qu'il est le meilleur espoir de l'organisation. En même temps, honnêtement, en ce moment, je pense qu'il l'est. Je veux dire, considérant que Demidov, Hudson, tout ça n'en font pas partie, moi, je l'aurais devant Michael H., devant Zarovski et compagnie. Feel free d'être complètement en désaccord en commentaire. Tout ça est très débattable. Il y a bien sûr beaucoup d'autres jeunes à surveiller dans la prochaine année, que ce soit à Laval, en Europe, dans les rangs amateurs nord-américains. Personnellement, j'ai sérieusement considéré mettre Bryce Pickford dans cette catégorie-là parce que je pense que 2026 va être une année très importante pour lui. Mais voilà le top 5, tel que je le vois présentement, des 5 espoirs les plus importants pour la prochaine année chez le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'aurait été ton top 5? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi tu devrais être excité du retour de Philippe Danault à Montréal? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!